Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 16 octobre 2025. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage aux côtés du doctorant Grégoire Ramé qui vous parlera de ses recherches sur les enjeux autour de l'extraction du sable à Taïwan. Dans Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous présentera HIS, fabrication intelligente au service du quotidien. Et pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous présentera quant à lui Sincel, une lecture au microscope pilotée par intelligence artificielle. Mais avant tout ce programme, je vous laisse donc en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. La diplomatie taïwanaise réagit au renforcement de la défense américaine sur Guam. Taïwan étudie une nouvelle proposition soumise par Pretoria pour résoudre l'impasse diplomatique entre Taïwan et l'Afrique du Sud. Un rapport d'ONG montre le lien entre le travail forcé sur les bateaux de pêche taïwanais et le marché japonais. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 10 octobre. Le Wall Street Journal a rapporté que le Pentagone avait investi 8 milliards de dollars américains pour renforcer un réseau de missiles de défense à 360 degrés sur l'île de Guam, un territoire non incorporé des États-Unis situé dans l'océan Pacifique qui joue un rôle militaire et stratégique important pour les États-Unis dans la région. Le quotidien cite des responsables militaires américains qui indiquent que le renforcement des bases militaires de Guam vise à dissuader une invasion militaire chinoise de Taïwan et à montrer la préparation au combat de l'armée américaine. Le ministre des Affaires étrangères taïwanais, Lin Jialong, a réagi en déclarant que la décision américaine de renforcer la défense de Guam était en effet une réponse à l'expansion militaire chinoise dans le détroit de Taïwan, mais aussi dans d'autres zones de la première chaîne d'îles. Notons que parmi les infrastructures militaires américaines installées à Guam se trouve le camp Blaze du corps des Marines des États-Unis qui peut accueillir 5000 Marines, un centre de réparation de sous-marins ou encore la base aérienne Anderson de l'United States Air Force, récemment modernisée, qui abrite la 36e aile des Pacific Air Force et peut accueillir des bombardiers Northrop B-2 Spirit qui disposent d'un rayon d'action de 11 000 km et sont donc capables d'intervenir en cas de conflit dans le détroit de Taïwan. Le Wall Street Journal a rapporté que les forces militaires chinoises se développaient rapidement avec des missiles balistiques de moyenne portée, les Dongfeng 26, à portée de Guam. L'armée américaine prévoit de déployer à partir de 2030 18 nouveaux systèmes de défense antimissiles sur l'île pour assurer une protection à 360 degrés de Guam. La diplomatie taïwanaise est en train d'étudier une nouvelle proposition soumise le mois dernier par le gouvernement sud-africain pour résoudre la crise diplomatique entre les deux pays suite au déménagement forcé du bureau de représentation taïwanais à Pretoria l'année dernière. En octobre 2024, en effet, le gouvernement sud-africain avait exigé le déménagement du bureau de représentation de Taïwan hors de la capitale Pretoria et le statut de Taipei Liaison Office avait été rétrogradé, le nom sur le site internet du gouvernement sud-africain prenant le nom de Taipei Commercial Office. Le ministre des Affaires étrangères taïwanais Lin Jialong a déclaré aujourd'hui devant le Parlement que la nouvelle proposition offrait à Taïwan plus de flexibilité, mais que le ministère ne la trouvait pas suffisante, sans donner toutefois davantage de détails. Le 25 septembre dernier, le ministère avait annoncé la suspension des mesures de restriction concernant les exportations de 47 produits technologiques taïwanais vers l'Afrique du Sud, après que le pays s'était dit prêt à discuter avec Taïwan. Le ministre a déclaré que le gouvernement taïwanais désapprouvait la violation unilatérale par Pretoria de l'accord bilatéral de 1997. En réponse à une question du député Wang Ting-hu, Lin Jialong a précisé que les conseillers juridiques du gouvernement taïwanais étaient actuellement en train d'examiner la proposition d'accord soumise par l'Afrique du Sud qui viendrait modifier l'accord bilatéral signé en 1997 par les deux pays. À la question de savoir si Taïwan finirait par imposer des sanctions ou des contre-mesures
Si les négociations venaient à échouer, le ministre a répondu que la situation était en constante évolution et que la réponse taïwanaise était liée au sommet du G20 qui doit se tenir en Afrique du Sud en novembre prochain, mais aussi à une éventuelle prolongation de l'African Growth and Opportunity Act par les États-Unis et aux divisions internes au sein de la coalition au pouvoir en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est prête à payer le prix fort et à prendre des mesures qui pourraient être contradictoires des politiques américaines ou nuire à Taïwan. Par conséquent, nous devons examiner tous les facteurs de manière exhaustive et combiner toutes nos ressources. Le Congrès national africain, qui dirige actuellement le gouvernement, ne dispose pas de majorité et les élections approchent. De nombreux facteurs entrent donc en jeu et il s'agit d'une situation très changeante. Enfin, Lin Jialong a ajouté que si le gouvernement sud-africain persistait à violer l'accord de 1997, Taïwan prendrait des sanctions économiques mais entreprendrait également des poursuites judiciaires. Un rapport publié hier par la Taiwan Association for Human Rights, la TAHR, et l'ONG japonaise Human Rights Now révèle que des pêcheurs migrants travaillant sur des bateaux de pêche taïwanais en haute mer ont été soumis au travail forcé et notamment à des retenues illégales sur salaire et à des heures supplémentaires excessives. Le rapport se base sur des entretiens réalisés avec des pêcheurs, indonésiens pour la plupart, travaillant sur 2 bateaux de pêche taïwanais, le Youfu et le Yushun numéro 668 au cours des 2 dernières années. Les témoignages évoquent des retenues sur salaire allant de 11 à 15 mois de salaire, des plages horaires de 18 à 20 heures de travail continu malgré des contrats mentionnant une durée minimale de 8 heures de repos par jour, ou encore l'absence de Wi-Fi à bord des bateaux, laissant les pêcheurs dans l'impossibilité de contacter leur famille. Shi Yixian, chercheur au sein de l'Association taïwanaise des droits de l'homme, a indiqué que les témoignages montraient que le Youfu remplissait 8 des 11 indicateurs de travail forcé identifiés par l'Organisation mondiale du travail. Les procureurs enquêtant sur le dossier du Youfu ont trouvé que les prises du bateau étaient vendues à FCF Co, un exportateur de fruits de mer basé à Taïwan et à destination du marché japonais. Le Yushun numéro 668, quant à lui, faisait partie d'une flotte de palangriers opérée par l'entreprise japonaise de fruits de mer Shingas Japan. L'Association taïwanaise des droits de l'homme a appelé le gouvernement taïwanais à abolir le système actuel qui ne permet pas aux pêcheurs étrangers d'Asie du Sud-Est employés sur des bateaux taïwanais en haute mer d'être couverts par la loi fondamentale sur le travail et par la loi sur la sécurité et la santé au travail. Le rapport exige également du gouvernement taïwanais l'adoption d'une loi de transposition de la Convention numéro 188 sur le travail dans la pêche de 2007 de l'Organisation internationale du travail. Le bureau des pêches de Taïwan a réagi en indiquant être intervenu dans les 2 affaires, précisant que tous les pêcheurs étrangers avaient reçu leur mois de salaire manquant et que des enquêtes étaient actuellement en cours en lien avec les indices de travail forcé. L'entreprise taïwanaise Global Wafers, le 3e plus gros fournisseur de plaquettes de silicium au monde, a ouvert hier une usine de plaquettes de 12 pouces à Novara, dans le nord de l'Italie. La nouvelle usine, baptisée Fab 300, a été inaugurée par MEMC Electronics Materials SPA, une filiale italienne de Global Wafers, lors d'une cérémonie à laquelle était présent le représentant de Taïwan en Italie, Vincent Tsai, le président de MEMC Marco Siamana et le maire de Novara, Alessandro Canelli. La présidente de Global Wafers, Doris Chu, qui était également présente sur place, a affirmé que cet investissement marquait une étape importante dans l'expansion de Global Wafers en Europe. Il a également été précisé que l'usine de Novara fonctionnerait entièrement grâce à l'énergie renouvelable. Notons que le projet, approuvé par la Commission européenne, a obtenu en juin 2024 une subvention de 103 millions d'euros du gouvernement italien pour soutenir la recherche et le développement dans l'usine de Novara. Vincent Tsai a indiqué que Global Wafers avait fait l'acquisition en août 2016 de Sun Edition Semiconductor Ltd, qui est ensuite devenu MEMC, reprenant ainsi le nom d'origine de l'entreprise née aux États-Unis en 1959. Notons que Global Wafers opère 18 sites de production à Taïwan, en Chine, aux États-Unis, au Japon, au Danemark, en Corée du Sud, en Italie, en Malaisie et à Singapour. Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé aujourd'hui lors d'une réunion des actionnaires son intention d'acquérir un 2e terrain aux États-Unis pour y développer, dans l'État d'Arizona, une usine de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs. Ce futur terrain, non loin du terrain actuel de l'usine de TSMC,
vise à constituer un cluster, une gigafactory ou gigafab en Arizona pour répondre aux besoins des clients dans le domaine de l'intelligence artificielle, de smartphones et de calculs de haute performance. Le PDG de TSMC, Wei Zhijia, a affirmé que le groupe continuerait d'investir à Taïwan avec la construction d'usines de fabrication de plaquettes de 2 nanomètres dans les parcs scientifiques de Hsinchu et de Kaohsiung. La commission ministérielle des affaires océaniques a révélé aujourd'hui qu'un navire chinois avait endommagé un câble sous-marin reliant Taïwan aux îles Matsu le 7 octobre dernier, précisant que les gardes-côtes taïwanais avaient arrêté des suspects à bord du bateau chinois. La présidente de la commission, Guan Biling, a indiqué que les cas de rupture de câbles sous-marins liés à Taïwan comprenaient des causes naturelles, en lien avec des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, mais aussi des actes de sabotage volontaire, dont l'exemple le plus récent remonte au 7 octobre. Selon les annonces publiques faites par Jianghua Telecom les 7 et 8 octobre, une partie du deuxième câble reliant Taïwan aux îles Matsu a connu une panne le 7 octobre et la transmission du trafic a été assurée par le troisième câble qui relie également Taïwan aux îles Matsu. Après des réparations d'urgence, les communications ont été rétablies au niveau du deuxième câble dans l'après-midi du 8 octobre. Notons que ce deuxième câble Taïwan-Matsu avait déjà été endommagé en janvier dernier. Le Centre national de réponse aux catastrophes a mis sur pied un plan d'évacuation obligatoire en 3 phases pour la zone touchée par l'inondation au bord de la rivière Fata'an, Matai'an en mandarin, dans le comté de Hualien, en vue de la formation et du passage d'un potentiel typhon dans la région. La première phase du plan concerne le relogement des habitants vulnérables et notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des femmes enceintes et des patients sous dialyse dans des abris et des hôpitaux. La deuxième phase consiste en l'évacuation obligatoire des habitants de maisons sans étage et enfin la troisième phase vise les habitants de maisons d'au moins un étage à qui il sera demandé de se réfugier à l'étage. Les 2 premières phases du plan seront enclenchées lorsque la pluie tombée en 24 heures atteindra les 200 mm, tandis que la troisième phase sera lancée si le niveau de l'eau du lac de Fata'an augmente d'1 mètre. Il a été demandé aux habitants de préparer des kits d'urgence comprenant des médicaments et des effets personnels essentiels à la survie. Le coordinateur en chef du centre a précisé que les habitants seraient avertis 4 heures avant le début de l'évacuation obligatoire et que ceux qui refusent de partir après avoir été avertis feraient face à des sanctions. Afin d'assurer l'application du plan d'évacuation, des équipes de 5 personnes comprenant les chefs des villages, les responsables du comté de Hualien, des observateurs du gouvernement central, des policiers et des pompiers se rendront dans les villages à moto pour effectuer des vérifications individuelles pendant chacune des phases de l'évacuation. Le coordinateur en chef du centre a précisé lors de la conférence de presse que l'accès à la zone touchée par la catastrophe serait interdit aux bénévoles à partir de samedi. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 16 octobre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.